Bonsoir, bienvenue dans Classé du Plus, salut Médoc. Yeah, Thierry. On a un joli programme ce soir, donc on est en fin d'année, donc c'est un peu le moment où tous les blockbusters sortent. Donc on a 2 suites, donc évidemment c'est pas des nouvelles IP, mais quand même des belles suites, 2 titres sur des genres opposés, et clairement avec un ressenti très différent de notre part. Mais on va voir déjà le contenu de l'émission avec le sommaire. Et on commence ce Classé 18+, avec un reportage sur Hitman Absolution. Ensuite, une petite critique consacrée à un petit jeu Call of Duty Modern Warfare 3. Ouais. Comme d'habitude, 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Un Retro and Magic consacré à Heretic et Xen. Et on terminera ce Classé 18+, avec la critique de Assassin's Creed Revelation. Mais tout de suite, les news. Core Media et Techland viennent de confirmer la disponibilité pour le 22 novembre prochain d'un premier DLC pour Dead Island. Intitulé Bloodbath Arena, ce dernier sera téléchargeable sur les 3 plateformes, PC, PS3 et Xbox 360, et proposera 4 arènes jouables, en solo ou en coop, ainsi qu'une nouvelle arme, la grenade à pulsion sonique. Tout un programme. Ce DLC est gratuit pour les joueurs ayant acquis l'édition Day One ou l'édition de précommande, et sera vendu pour moins de 10 € ou 800 points Microsoft aux autres. Oh shit. Les fans de Fallout New Vegas seront ravis d'apprendre que le roman graphique de 48 pages All Roads, inclus dans la version collector du jeu, est désormais disponible sur le site américain Dark Horse Digital pour environ 3 $ et sur iTunes. L'ouvrage présente le monde de New Vegas et s'intègre parfaitement au jeu, ce qui est logique vu que l'auteur, Chris Avellone, n'est autre que le game designer senior de Fallout New Vegas. All Roads introduit ainsi les événements qui ont lieu au tout début du jeu et apporte même des indices quant à certaines des missions proposées. Et puis comment ne pas parler de l'illustration de la couverture, sublime, signée par le grand Geoff Darrow, auteur du cultissime Hardboiled, qui justifierait presque à elle seule l'achat du bouquin. On en parle depuis maintenant quelques temps, mais toujours en utilisant des images des versions console, alors voilà. On vous laisse en compagnie du trailer de lancement de Hell et Noire édition complète sur PC, qui, pour rappel, sera compatible avec la technologie 3D Vision et comprendra bien sûr tous les DLC sortis sur PS3 et Xbox 360. For the life of me, I can't remember a goddamn thing. You're lying. You're gonna need to do better if you don't want to swing for this. Hold it right there! I don't care what you did or didn't do, Phelps. Get back out on the street or hand in your goddamn badge. On conclura ces news 18+ avec de nouvelles images de Saints Row the Third qui confirment une nouvelle fois son identité unique située quelque part entre l'absurde et le mauvais goût assumé. Après avoir accusé Mario d'être pro-fourrure dans sa version 3DS, la PETA va visiblement pouvoir s'en donner à cœur joie avec Saints Row the Third. The hell is the Stag Initiative? If it's free porn for everyone, I am down. Come at my city again, and you'll go home in a fucking box. No doubt. Bon, comme vous avez pu le constater, il n'y a plus grand chose en news, donc tout est sorti en fait, ou est en train de sortir. On a 2 beaux exemples là de titres énormes de blockbusters dans ce Classé 18+. On en a d'autres qui arrivent dans 15 jours.
en fait, et Saints Row the Forge, je crois que c'est un peu le dernier. Après, il y a plus 1 milliard de choses, donc on reviendra sur des jeux indés, enfin vous verrez, on va regarder un peu la surprise. Mais là tout de suite, on va voir un reportage, donc c'est une interview en fait qu'on a réalisée à l'E3 dernier, sur le stand Square Enix. On a pu rencontrer un développeur IO Interactive, qui va nous parler du prochain Hitman. Et donc nous, on attendait tout simplement d'avoir suffisamment de gameplay pour pouvoir illustrer cette interview, qui est vraiment centrée un petit peu sur les nouveautés présentées à l'E3. Et donc ça tombe bien puisque le gameplay qu'on utilise est celui en fait de la démo qui nous avait été faite en bien close doors sur le salon. Et donc vous allez voir ça tout de suite. Je pense que le jeu peut être intéressant, même si y a pas mal de questions qui restent posées quand même. IO Interactive, qui a récemment développé le très moyen mais intéressant Ken & Lynch 2, revient enfin à la série Hitman. Créée sur PC en 2000 par le studio danois, la série Hitman a accueilli plusieurs suites, le fondateur Hitman 2 Silent Assassin en 2002, Hitman Contracts en 2004 et Hitman Blood Money en 2006. 6 ans plus tard, l'agent 47, le tueur à gages au code barre, opère donc un comeback périlleux, de nombreux autres assassins ayant depuis pris la relève, comme le trio Altair, Ezio et Desmond Miles du B-Montréal. IO Interactive, qui a rejoint le giron Square Enix depuis l'acquisition d'Eidos par l'éditeur japonais en 2009, a donc décidé de partir sur de nouvelles bases, sans pour autant trahir l'identité de la série et son personnage emblématique. Ce que nous a expliqué à l'E3 le sympathique et passionné Christian Elverdam, responsable du gameplay de ce nouveau Hitman. No, so for Hitman Absolution, we built an all-new engine. We basically built the technology from scratch, which meant that we get a chance to look at all the previous Hitman games and just basically say what do we want to do even better this time around. It's quite a nice standpoint to actually make a game, right? And Hitman Absolution is the first game that comes out on the Glacier engine. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais on pardonnera cette imprécision, car si Hitman Blood Money est bel et bien sorti en HD sur Xbox 360 en 2006, on sentait bien que le jeu avait avant tout été développé pour la PlayStation 2 et la Xbox première génération. Mais au-delà de sa réalisation technique, le prochain Hitman Absolution a fait l'objet d'une réflexion globale, l'équipe de développement ayant décidé de retravailler certains des fondamentaux de la série. So that meant looking at specifically two things. One is, what can Hitman do? How does it feel to move him around, control him, for instance? We had a thing where we felt that the old games sometimes were a little bit too fidgety. You come up behind someone with a fiber wire, you're not entirely sure if it's going to succeed, and that's something we wanted to get rid of. So we really wanted Hitman to control and move very smoothly, right? And on the other hand, we also knew we really wanted to be very serious about the AI, take it to a new level. So we gave them a really vast intelligence spectrum, which allows them to have what you call it, a more nuanced behavior. We talk about it as behavior instead of reactions, that they have a lot of stuff they can do. I mean, for instance, the police. Let's say you are discovered by a police officer. He knows he's looking for Hitman. He hasn't seen anyone die. There's no problems yet. Well, his first instinct is not to kill you. It's actually to try to arrest you. And as Hitman, that gives you a little bit of freedom, right? You can try to disarm him, or you can try to back away and isolate him and maybe kill him. If there are more police officers, they will talk to each other. So now you have a situation with maybe 1 or 2, 3 maybe police officers. If you can contain that, if you let's say you kill them fast, well, then the rest of them, they don't share that knowledge, so you're kind of back to this stealth mode again. So this kind of spectrum we really wanted to expand from black and white to grayscale, you can say. L'un des ajouts majeurs de ce nouveau Hitman est la fonctionnalité appelée Instinct, qui rappelle dans une certaine mesure le fameux mode détective de Batman Arkham City et son prédécesseur. Sauf que celle-ci s'avère nettement plus poussée pour conférer à l'agent 47 une espèce de don de voyance hérité de sa longue expérience en tant qu'assassin professionnel. In Hitman Absolution we have a new feature, we call it Instinct, and it basically allows you to see the world through the eyes of Agent 47. And specifically you can sense enemies through walls, see them outline, and more importantly you can see the path they're going to take. And this is significant because if you are, for instance, a stealth-oriented player, you can actually predict a little bit what's going on, not the whole level, but you can see nearby what's going on, and that kind of eliminates some of the trial and error we had in the older games, right? If you kind of round a corner and boom, you bump into someone, that wasn't really what we wanted. And it's also super good if you screw up a little bit and kind of someone gets attracted to a noise, or you killed someone a little bit messily, he screamed or something like that. You can actually check and see if someone is coming, and if they are, you can kind of then decide, okay, do I want to maybe attack that one, or do I maybe try to drag the body away fast, or do I try to slip away?
So again, trying to open up more choice that is more kind of improvised than what we have in the earlier games. La fonctionnalité instinct n'est pas permanente, les développeurs tiennent à le préciser. Il faudra ainsi réaliser certaines actions, comme des mises à mort silencieuses, des headshots, ou encore dissimuler des cadavres pour la recharger. Celle-ci dépend également du niveau de difficulté choisi pour finalement totalement disparaître dans le mode expert. Mais le plus important reste avant tout la sensation de liberté offerte aux joueurs, que les équipes d'IO Interactive ont tenté de renforcer à différents niveaux. You saw again our E3 presentation. We start off actually setting it off with a theme, namely that the police is already looking for hitman in this derelict library. So already here you have a lot of choice. I mean, you can take different physical paths through the level, both meaning that obviously there's many physical routes left or right, but also up and down. We put in more vertical elements so you can kind of climb on ledges and do all sorts of things with that. But also you can kind of choose whether to remain hidden. There are a lot of closets, for instance, you can use. There are a lot of different weapons you can find. As Hitman, he starts empty-handed this time, kind of setting that's the theme of this part of the game. Then he actually finds weapons. He picks up a power cord. You can use that as the legendary fiber wire, but you can also find other weapons that you can improvise with. Or as you saw, you can choose to use the fuse box as a distraction element, and there's a lot of those placed around the level, not necessarily fuse boxes, but distraction elements. So you're always kind of constantly choosing what you want to do, and how when you can go for the silent assassin, right, being completely ghost-like and no one knows you are there, or you can even try to take a human shield or go into full-blown action. In which case the new AI system will try to behave very strategically, kind of know where you are. It has a very good spatial reasoning system, and it can also call for backup. And in this case, if you're in Chicago and you're hunted, that means that actual SWATs will be spawned into the scene and they will take up a pretty nasty fight with you. Qui dit Hitman dit déguisement. Et cet aspect-là du jeu a également été repensé dans Absolution. Non seulement on pourra se déguiser, mais on pourra aussi littéralement se fondre dans le costume pour jouer un rôle. Si l'on revêt un uniforme de policier par exemple, via la fonctionnalité Instinct, on pourra devenir un policier en agissant comme tel. Si des donuts sont posés quelque part, on peut s'en approcher pour les manger et ainsi désamorcer les soupçons éventuels des autres policiers. Hitman Absolution a encore beaucoup à prouver, mais les développeurs semblent avoir pris des décisions allant réellement dans le sens de la série. On attend maintenant de nouvelles images pour découvrir des environnements de jeu inédits et, on l'espère, bourrés d'interactions dynamiques originales. Area secure. No sign of perpetrator. Everything clear. Donc c'est clair, en voyant le reportage, il y a des trucs qui sont intéressants au niveau du gameplay. On a par exemple cette feature, ce qu'ils appellent Instinct. Donc l'instinct, ça permet en fait, en gros, d'activer genre les espèces de super pouvoirs d'assassin de Hitman et de voir à travers les murs et surtout genre de savoir quel est le chemin que va emprunter le NPC à côté de toi. Donc du coup, tu vois vraiment le tracé des gardes. Il y a un garde qui est un peu plus loin, il va faire ça, il va faire ci. Donc c'est vrai que on se pose des questions parce que du coup, ça risque d'en dire un peu trop. Alors, même si cette jauge, a priori, il faudra quand même la remplir en faisant un certain nombre d'actions qui correspondent à l'identité de la série, donc du stealth kill, des headshots dont on parle dans le reportage, on a un gros point d'interrogation sur le côté genre. Grand public, là on switch, soudainement c'est moins gamer qu'avant, même si ça reste gamer puisque c'est super adulte, violent, etc. Donc, oui, alors cette feature, t'as un truc à peu près similaire dans le Assassin's Creed, là, l'œil de l'aigle, qui permet aussi de voir un petit peu les rondes des donc tu ennemis. sais exactement ce qu'ils vont faire. Pas exactement dans le détail, mais ouais, si, tu peux clairement anticiper. Ouais. Et du coup, ça me fait penser que les mecs, ils sont pas partis chercher leurs idées super loin. Ouais. Ensuite, oui, on pense aussi à Splinter Cell Conviction. Ouais. C'est clairement, le jeu emprunte un peu partout. Bon, il conserve quand même des choses qui sont... Quoique, c'est aussi dans Assassin, mais d'un autre côté, c'est Assassin là, qui a pu piquer sur Hitman. Ouais. Le côté déguisement, le fait de se fondre dans la foule. Il développe encore cet aspect-là. Ça, c'était vachement sympa sur la démo de l'E3. Quand, avec la fonctionnalité Instinct, quand on revêt un costume, on peut vraiment incarner le personnage, c'est-à-dire on est un pur flic. Ouais. Et donc à ce moment-là, il y a des donuts, il y a des mecs qui en train de discuter, tu vas te fondre dans la masse et te comporter comme si tu étais un policier. Pas juste te contenter donc de porter le costume. T'as de l'acting qui peut être enclenché. Donc t'as des petits trucs comme ça, mais c'est vrai qu'on
on se pose quand même pas mal de questions, sachant que le moteur n'était pas non plus à tomber sur le cul. Mais il y a encore possibilité de voir les choses évoluer, puisqu'il reste encore un peu de développement. Et puis surtout, c'est une présentation qui commence à dater un petit peu. Ouais. Donc on verra. Bon, maintenant, on va attaquer un autre morceau, direct, la critique de Call of Duty Modern Warfare 3. On en parle après. La période de Noël arrive à grands pas, et comme chaque année, c'est le moment que choisissent les développeurs pour sortir leur carte maîtresse. Entre Uncharted 3 chez Sony, Battlefield 3 chez EA, Assassin's Creed Revelation chez Ubi, Skyrim chez Bethesda, Batman Arkham City chez Warner, Zelda Skyward Sword et autres Mario Land chez Nintendo, il n'y a pas à dire, cette fin d'année est chargée en hits et ce n'est pas pour nous déplaire. Une chose est en tout cas certaine, alors qu'Activision a pris l'habitude de sortir annuellement une nouvelle version de Call of Duty, tout en s'assurant des ventes dépassant l'entendement, c'est d'ailleurs ce que vendent fièrement la jaquette du jeu, Call of Duty, la franchise la plus vendue de l'histoire, de la 360. La simulation de guerre d'Activision se heurte cette fois-ci à un concurrent de taille. Les clashs entre licences rivales ne sont pas rares dans le jeu vidéo, et le duel qui a fait le plus de bruit cette année, c'est sans nul doute celui qui a opposé les deux mastodontes que sont Call of Duty et Battlefield 3. Deux jeux de guerre, deux approches différentes, mais surtout deux campagnes de communication violentes et bien ficelées. On pourrait presque dire que pour la première fois, la guerre a dépassé les frontières du jeu pour devenir un véritable affrontement marketing. La preuve avec le tout dernier Paris Games Week, où les deux franchises se sont prêtées au jeu du « qui a la plus grande affiche publicitaire ». Une fois encore, Call of Duty a battu tous les records de précommande et de vente, le hissant au titre de blockbuster et de best-seller du jeu vidéo, rien que ça. Seulement voilà, Battlefield et Call of Duty ne jouent pas vraiment dans la même cour, et quand on sait qu'Activision Blizzard détient aussi le très juteux World of Warcraft, on comprend mieux comment l'éditeur peut se permettre de communiquer sur son jeu avec tant d'efficacité. Bref, à chaque fois qu'on parle de Modern Warfare 3, il n'est pas rare, pour ne pas dire systématique, d'évoquer son challenger, et c'est normal puisque tout a été fait pour. Mais au final, la comparaison entre les deux jeux tient-elle vraiment la route? C'est ce qu'on va voir au cours de cette critique. Faisons d'abord un retour sur le contexte historique qui entoure ce Call of. Celui-ci prend suite directement après les événements de Modern Warfare 2 et se situe toujours dans une troisième guerre mondiale fictive opposant l'Occident à une Russie tentant de l'envahir. Vous avez dit des forces russes? La totalité de l'armée russe! Tout comme dans les précédents Modern Warfare, les actes sont entrecoupés de faux documents d'archives censés faire office de transition et expliquer les prochains objectifs de mission. Missions qui seront d'ailleurs nombreuses et qui vous emmèneront littéralement aux quatre coins du monde, d'un New York dévasté à un Paris assiégé, tout en passant par une ville malfamée de Sierra Leone. Contrairement à Black Ops, il n'y aura pas qu'un seul protagoniste, mais bien plusieurs, qui s'alterneront à tour de rôle. Les anciens reconnaîtront Price et Soap, deux personnages bien connus, mais de nouvelles têtes viendront s'ajouter au casting, comme Frost ou le russe Yuri. Au niveau des antagonistes, il sera toujours question de poursuivre Makarov, qui a déjà fait preuve de son infinie cruauté en massacrant des dizaines de civils dans Modern Warfare 2. Une scène controversée dont on garde un souvenir amer. On avait déjà pointé du doigt le côté trop manichéen et conservateur du deuxième épisode de Modern Warfare, qui nous abreuvait de scènes choquantes pour soi-disant mieux nous impliquer dans le jeu et justifier nos actes. Un procédé que l'on n'avait pas salué et que l'on ne salue toujours pas, car Modern Warfare 3 continue dans le même registre que son prédécesseur et nous bassine une nouvelle fois avec des scènes similaires dont on se serait bien passé. C'est bien ta fille. Tu sais que... Le message est toujours le même, le méchant est très méchant, donc on doit le tuer. Modern Warfare 3 est toujours aussi bêtement moralisateur et on donne une mention spéciale aux phrases prétendument philosophiques qui s'affichent à chaque mort dans la campagne solo. Bref, cet aspect du jeu était vraiment facultatif, surtout qu'au final, le joueur lambda s'en contrefiche. Le joueur lambda, ce qu'il veut, c'est s'asseoir confortablement dans son canapé, attraper sa manette et s'en prendre plein les yeux pendant des heures. Et de ce côté-là, Modern Warfare réussit son coup. On peut d'ailleurs résumer la campagne solo de ce Call of Duty en un mot, spectaculaire. Spectaculaire au même titre qu'Uncharted 3, car comme ce dernier, Modern Warfare 3 emprunte les codes du cinéma hollywoodien pour créer un jeu vidéo aux allures de blockbuster. Ça bouge, ça saute, ça explose de partout. Modern Warfare étonne et détonne toutes les 3 secondes. Prend aux tripes comme un film à grand budget et secoue comme une montagne russe, justement.
Finalement, le scénario est encore une fois un prétexte pour nous faire voyager et on pourrait presque réduire le pitch à cette phrase, lâchée de manière autodérisoire par un NPC. Toujours pareil, on détruit le brouilleur, on bute les méchants. C'est indéniable, malgré le côté paternaliste que l'on a déjà soulevé, le solo en met plein la vue et écrase littéralement celui de Battlefield 3 à coups de missiles Predator. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est certainement le moins intéressant des 3 modes de Modern Warfare 3. Équipe Delta, autorisation d'engagement. Les joueurs de Call of le savent, le temps de jeu passé dans le mode multi ne se compte pas en heures, mais en jours. Et pour cause, tout est fait pour donner aux joueurs l'envie de continuer à s'affronter en ligne et à monter en grade. Premier changement par rapport au deuxième épisode, Modern Warfare 3 s'affranchit des codes points pour adopter un système d'XP plus classique. On gagne de l'expérience en ayant de bons résultats et en réussissant des défis divers et variés, comme faire une série de headshots avec telle arme ou sauter d'une dizaine de mètres sans mourir. Cette XP permet de débloquer de nouvelles armes qui aideront à tuer plus efficacement et donc à avoir plus d'XP. Addictif. Surtout que les modes de jeu, même s'ils restent classiques, permettent de varier les plaisirs et de ne pas s'ennuyer. Et entre les modes Deathmatch, Team Deathmatch, Capture du drapeau et le roi de la colline, autant dire que votre vie sociale risque d'en prendre un coup. Du déjà vu, s'exclameront les vieux de la vieille de Call of Duty. Oui, ces modes étaient déjà présents dans les précédents volets et il est clair qu'on ne pourra pas accuser Infinity Ward d'avoir explosé son budget recherche et développement en créant des nouveaux concepts révolutionnaires. Car en effet, Modern Warfare 3 ne prend pas trop de risques. Cette suite reprend la recette de Call of Duty et l'améliore. La recette, c'est ce gameplay rapide et facile à prendre en main qui récompense les meilleurs joueurs. En enchaînant les kills, on débloque des bonus, ces fameux perks qui permettent au choix de se faire livrer un colis stratégique, de déployer un drone de reconnaissance ou de demander un appui aérien et d'assurer sa domination sur l'équipe adverse. L'amélioration, c'est la possibilité de pouvoir disposer de bonus sans pour autant être un tueur en série. Des récompenses seront aussi données aux joueurs plus timides au niveau des frags, c'est-à-dire ceux qui préfèrent aider leurs coéquipiers en se la jouant défensif. Ingénieux, car en faisant cela, Infinity Ward permet à tous les types de joueurs d'y trouver leur compte et de s'amuser sans pour autant être un diable aux commandes de sa manette. Voilà pour le mode multi classique. Le troisième et dernier mode, c'est celui des forces spéciales, déjà connu des joueurs de Black Ops. Entièrement axé sur la coopération entre 2 joueurs, Force Spéciale propose un mode survie, déjà vu dans Gears of War 3 ou Red Dead Redemption, Undead Nightmare. Sauf que cette fois-ci, les morts vivants seront remplacés par des vagues d'ennemis de plus en plus nombreux et bien armés. Une fois encore, ce mode est prenant et vous obligera à faire preuve d'un minimum de stratégie en plaçant aux bons endroits tourelles de défense et autres claymores. Je place une claymore! Force Spéciale reprend aussi le principe des mini-scénarios à thème, dans lesquels il faudra par exemple sauver la fille du président des griffes de son ravisseur ou entamer des négociations musclées avec des terroristes. Des notes sous forme d'étoiles seront attribuées en fonction de l'efficacité des joueurs et selon leur capacité à travailler en coopération. De quoi passer de longs moments à tenter d'obtenir les meilleurs scores possibles avec un ami ou sur internet. Bref, en dehors du multi, Modern Warfare 3 se contente une nouvelle fois de prendre des éléments d'anciens épisodes sans rien proposer de vraiment neuf, à part de nouveaux décors. Alors, au final, qu'est-ce qui le différencie de Modern Warfare 2 et de Black Ops? Eh bien, pas grand-chose en fait. Vous l'aurez compris, tout au long de cette critique, Modern Warfare 3 n'est pas le jeu le plus innovant de l'année et ne prend pas une seconde le risque de nous surprendre en changeant d'orientation. Toujours aussi dirigiste et linéaire, le mode solo souffre exactement des mêmes problèmes que ses prédécesseurs, à savoir une IA mal calibrée et des scènes beaucoup trop scriptées pour être immersives ou donner un sentiment de liberté. N'en résulte pas une mauvaise expérience de jeu pour autant, et pour peu que vous ne soyez pas pointilleux sur ces détails, vous serez sans nul doute bluffé par la mise en scène dantesque et le côté hollywoodien de l'aventure solo. Mais c'est bien sûr pour le multi qu'on attend Modern Warfare 3, et de ce côté-là, il ne déçoit pas. Il ne déçoit pas, mais il n'étonne pas non plus, puisqu'il n'apporte que des changements mineurs à la série. Pour résumer, Call of Duty Modern Warfare 3 est parfait pour les joueurs souhaitant intégrer une partie rapidement et se défouler en fraguant en série. Le système de matchmaking est en effet très bien conçu. Aucune crainte si vous êtes un joueur impatient, vous n'attendrez pas longtemps avant de rejoindre un champ de bataille. On en revient donc inévitablement à la comparaison entre Modern Warfare 3 et son challenger, Battlefield 3.
Au final, cette comparaison n'a pas vraiment lieu d'être, tant leurs approches sont différentes. Alors que le jeu de DICE lorgne du côté de la simulation de guerre, avec une emphase sur la coopération et la tactique, le dernier né d'Activision est quant à lui résolument axé sur l'action, avec des séquences rapides et bourrines, plus pensées pour des joueurs se la jouant solo. Si vous attendiez cette critique pour savoir lequel des deux jeux est le meilleur, vous n'aurez malheureusement pas de réponse. Les deux licences excellent dans leurs domaines respectifs et on ne pourrait les comparer que selon des critères purement subjectifs. En clair, ils se valent tous les deux, et seul votre type de profil et vos attentes permettront de juger qui de Call of ou de Battlefield est le jeu de guerre de l'année. Ce qui est bien avec les plateaux 18+, c'est qu'on peut, on est entre amis, on peut échanger, etc. Clairement, je me suis défaussé de la critique de Call of Duty Modern Warfare 3. J'avais pas envie. J'ai commencé à y jouer. Pour moi, c'est la même chose. J'ai l'impression vraiment j'ai fait le tour de Call of. C'est bon, j'en ai plus rien à foutre. Maintenant, je veux autre chose. Donc, j'ai préféré consacrer beaucoup de temps à des jeux qui ne sont absolument pas 18+. Donc, déjà, finir Batman Arkham City parce que c'est juste une petite bombe. Ensuite, faire la critique de Mario Land 3D que j'ai retourné, que je suis en train de retourner totalement pour débloquer le dernier niveau secret. Ensuite, il y a Zelda qui arrive, donc il fallait faire des choix. Et donc, bon, j'ai évidemment regardé la critique d'Emeric, qui au moins apporte un regard neuf, puisque lui, il n'est pas blasé comme moi. Je suis désolé, je suis un peu blasé, parce que moi, avec Call of, c'est toujours pareil, quoi. Et moi, au cinéma, je suis pas fan des Transformers. Donc le boom boom, genre toutes les 5 minutes, il y a un truc qui pète, genre ça va dans tous les sens, etc. Oh, ça va, j'ai l'impression, sans vouloir jouer les vieux cons, que j'ai passé l'âge de ce type de jeu. Et je préfère en FPS, du coup, des univers travaillés, avec des mécaniques de jeu, genre qui sortent un peu du cadre du FPS. Je préfère un Rage. Genre moi, si le jeu en vue subjective, action, on va pas parler de Skyrim, qui m'a vraiment plu cette année, à Portal 2, bien évidemment, mais ça c'est encore quelque chose à part, mais c'est Rage, en fait. Rage, Battlefield 3 et Call of Duty, moi c'est direct. Je vais chez Bethesda, quoi. D'accord. Donc désolé, hein, ensuite le multi est certainement super bien, etc., mais j'ai pas envie de fraguer genre des jeunes de 13 ans, c'est bon, j'ai pas envie. Je préfère jouer à Zelda. Mais non, t'as raison. Enfin, je veux dire, même si effectivement tu t'es un petit peu déchargé de la critique d'un des jeux les plus attendus de 2011, en tant que rédacteur en chef, bon, bizarre. Mais non, mais je vois parfaitement. J'ai checké le truc. Évidemment, genre le jeu, j'y ai joué. Oui, je l'ai vu tourner. C'est vrai que c'est un peu forcé, surprenant. C'est comme j'ai joué à Battlefield 3. Franchement, genre si tu tapes uniquement le solo sur Battlefield 3, tu te fais chier. Donc Call of Duty, là, c'est un petit niveau au-dessus. Ouais. Ça reste du blockbuster décérébré, complètement débile. Donc c'est bien foutu, mais ça va, quoi. J'ai passé l'âge des parcs d'attractions guerriers, genre 4 coins du monde, c'est bon. Donc maintenant, on va passer à autre chose. On va se relaxer avec un petit 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+, et en l'occurrence un jeu que tu adores, je crois, iPet and Friends. Ah. Voilà un titre idéal pour la rubrique 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. iPet and Friends est la nouvelle évolution du Tamagotchi Mogwai en réalité augmentée de Sony, fonctionnant à l'aide du PlayStation Eye et du PlayStation Move. Il fait suite au premier iPad lancé en 2009 sur PS3 et à son update Move Edition, sorti en même temps que la manette de détection de mouvement en 2010. S'adressant aux plus jeunes, ce titre nécessite un espace de jeu correct et bien éclairé, ce qui n'était pas notre cas. On va refaire un essai. La salle de test étant à la cave, il nous a fallu pas mal de temps pour parvenir à le calibrer à peu près correctement. Notre iPad se déplaçant sur le sol, il faut que ce dernier se détache suffisamment du fond pour être reconnu, sinon la petite boule de poil aura tendance à flotter dans le vide. Bon, pour l'avoir essayé à d'autres occasions, dans des cadres plus adaptés, la détection fonctionne bien, comme c'est le cas ici dans les images du trailer. Après avoir récupéré son œuf, et une fois ce dernier éclos, on peut interagir avec son iPad via un menu tout bête bourré de jeux et de jouets divers qui se débloquent moyennant des jetons. Pour gagner de nouveaux jetons, il suffit de jouer à des mini-games, comme avec ce petit tracteur qui doit rapporter des balles de couleur dans les coins correspondants. On peut aussi créer son propre espace de jeu via des blocs de formes variées, l'iPad s'amusant alors à grimper dessus et à les escalader. Le PlayStation Move peut également prendre l'apparence de jouets comme un pointeur laser, un pistolet à eau ou encore un trampoline portable qu'il conviendra de déplacer pour voir son iPad rebondir dessus. Mignon comme tout, cet iPad and Friends permet désormais de jouer à deux avec 2 PlayStation Move et 2 petites créatures.
Fascinant pour les enfants, les adultes devront en revanche se faire à la gouaille un rien agaçante du narrateur. Commençons par... En route pour l'aventure! Mais après s'être tapé 2000 fois le livre de la jungle de Disney, les parents ont de toute manière des oreilles en titane. On notera qu'en cette fin d'année, les titres Kids à détection de mouvement ne manquent pas, puisqu'après 5 rues Sésame, il était un monstre, et Kinectimals joue avec des ours, la Xbox 360 accueillera bientôt Kinect Disneyland Adventures. La PS3, quant à elle, compte entre autres sur Carnival Island et Medieval Moves pour alimenter toute la famille en production PlayStation Move. Quant à la Wii, après le sympathique Go Vacation, elle misera prochainement sur Sonic et Mario au JO de Londres 2012, vous voilà prévenu. J'avoue, pour iPad, j'ai un tout petit peu galéré. Donc je l'ai fait dans la salle de saisie, donc qui est hyper obscure. Alors j'ai mis 3 plombs, genre avec le PlayStation Move, essayer de le détecter en le posant sur le sol, dans toutes les positions. J'ai bougé la petite caméra dans tous les sens, etc. Ça marchait pas parce que c'était pas suffisamment éclairé. Et j'ai pas eu le courage de déplacer toute la saisie, genre en plateau, d'allumer les mandats, etc. C'est bon quoi pour iPad and Friends. J'avoue que c'est pas le 3 minutes pas plus, genre le plus ultime que j'ai jamais fait. C'est pas mon kiff quoi. C'est sympatoche, mais c'est vraiment pour les gamins. Mais au moins c'était un petit moment de détente. Et puis on a pu parler un peu des jeux familiaux à la fin de leur rubrique qui sortent en fin d'année. Il y en a un paquet. Il n'y a pas que des blockbusters 18+, il y a aussi des jeux pour toute la famille. Et il y en a certains qui, a priori, quand même, valent pas mal le coup. Mais des jeux pour toute... Parce que classé 18+, c'est une émission familiale, Thierry, de toute manière. Ça dépend quand il y a du Showtime. Mais comme maintenant, il n'y a plus de Showtime de toute manière. Non, c'est pas vrai. Le mois... j'en ai rien à foutre, je sais même pas où... le mois prochain... Le classé 18+. Le mois prochain. En janvier. Pas le mois prochain. Non. Le classé 18+ prochain, vous aurez un Showtime dégueulasse avec... Et des trucs dégueulasses. Censuré. Avec des têtes d'Alex et de 7 partout. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Qu'est-ce que c'est maintenant? Maintenant, on va plonger, genre souvenir, avec merci Julien, Julien Pirou, bien sûr, qui nous a fait un rétro and Magic sur Hérétique et Xen. Donc je sais pas si tu te rappelles de ces FPS. C'est genre moi j'aurais des choses à dire juste après, mais genre j'ai des souvenirs sur Hérétique juste hallucinants quoi. C'était un de mes grands kiffs quoi, avec Duke, Shadow Warriors. C'était des bonnes équipes où en rédac tu faisais des parties jusqu'à minuit, 2h du mat. Enfin bref, Retro and Magic. Les first-person shooters ne mettent pas seulement en scène des héros détenteurs d'armes à feu. La série Hérétique, commencée en 1994, utilise tous les codes popularisés par Doom, mais les transpose dans un univers de fantasy sombre et gore. Ces jeux ont imposé Raven Software comme l'un des studios experts en matière de FPS, et ont également été parmi les premiers à proposer un gameplay hybride entre action et RPG. Toute la mythologie de la série Hérétique repose sur l'existence de 3 conquérants, 3 frères maléfiques voyageant d'une réalité à l'autre pour asservir l'ensemble de la création. Ce sont les chevaucheurs de serpents, Desparil, Corax et Eidolon. Ils arrivèrent sur le monde de Partoris et transformèrent les 7 rois en esclaves serviles les vénérant comme des dieux. Seuls les elfes Shid étaient capables de résister au pouvoir des chevaucheurs de serpents, et ils furent donc considérés comme des hérétiques et traqués sans pitié par leurs serviteurs. Les Shid possédaient 7 bougies, chacune liée à une force naturelle et à l'essence vitale d'un des rois corrompus. Dans un acte désespéré, les Shid éteignirent les bougies, causant une grande destruction et tuant les 7 rois, affaiblissant les armées des chevaucheurs. Les elfes eux-mêmes payèrent le prix fort, et ceux qui survécurent furent forcés de se cacher. Finalement, les chevaucheurs se lassèrent de Partoris, et 2 d'entre eux quittèrent cette réalité pour chercher de nouvelles conquêtes. Seul le plus faible d'entre eux, Desparil, resta en arrière pour régner sur ce monde brisé. Un Shid, Corvus, à la fois mage et guerrier, décide de saisir cette opportunité pour tenter de tuer Desparil et ainsi libérer son monde de son emprise. Basé sur le moteur de Doom, Hérétique possède un gameplay très proche. Raven a toutefois beaucoup travaillé sur l'ambiance de son jeu, ajoutant des effets sonores lugubres joués de manière aléatoire pendant la traversée des niveaux ou davantage d'interaction avec les décors. Un autre ajout notable est la présence d'un inventaire dans lequel le joueur peut stocker divers objets utiles à sa quête. Comme la plupart des FPS de l'époque, Hérétique est d'abord sorti sous forme de shareware disponible uniquement en vente par correspondance. Le jeu connaîtra une version boîte disponible en magasin sous le nom Hérétique Shadow of the Serpent Riders et contenant des niveaux supplémentaires.
Sorti un an après Hérétique, Exen poursuit la saga sur un autre monde, Chronos. Comme Partoris, Chronos est tombé sous la coupe d'un chevaucheur de serpents, à savoir Corax. Corax ne perd pas de temps et asservit la Légion, l'Église et l'Arcanum, les 3 principales institutions de Chronos. Leurs chefs respectifs, le marshal Zedek, le patriarche Traductus et l'archimage Menelkir, sont tous les 3 devenus des serviteurs morts-vivants du chevaucheur. Bref, Chronos est en aussi mauvais état que l'était Partoris, sauf que pour ne rien arranger, Corax est bien plus puissant que ne l'était Desparil. Par chance, ce n'est pas un, mais 3 héros qui vont répondre à l'appel du destin et affronter les légions impies de Corax. C'est ainsi que le guerrier Baratus, le clerc Parias et le mage Daedolon partent au combat pour sauver leur monde. Cela veut dire que le joueur a le choix entre 3 personnages, chacun ayant des armes et des pouvoirs différents. Là où Baratus est le roi du corps à corps, Daedolon privilégie les sorts pour attaquer à distance. Parias, de son côté, est un personnage équilibré entre combat et magie. Exen abandonne également la progression linéaire de son prédécesseur au profit d'une structure par hubs. Chaque chapitre du jeu propose un hub principal que le joueur devra explorer pour trouver les entrées menant vers les différents niveaux. L'aspect aventure est donc plus présent. Exen n'est pas exempt de défauts et pêche particulièrement par son aspect graphique. Si le moteur de Doom est encore une fois mis à contribution, le jeu n'est pas terrible visuellement. La faute à des environnements invariablement gris et marron qui tournent vite à la bouillie de pixels. Exen connaîtra un add-on proposant 3 chapitres supplémentaires sous le nom Death Kings of the Dark Citadel. Après avoir vaincu Corax, nos 3 héros devront aller affronter ces 3 larbins morts-vivants, leurs reflets maléfiques. 2 ans après Exen, un nouveau chapitre de la saga voit le jour. Il s'agit de Exen 2, qui utilise cette fois-ci le moteur de Quake. Si le premier Exen était une déception côté graphisme, Exen 2 est l'un des plus beaux jeux de son époque, avec ses environnements très travaillés et son architecture labyrinthique. Il ne reste qu'un chevaucheur de serpents, et c'est le plus puissant des 3, Eidolon. Eidolon a jeté son dévolu sur le monde de Tyrion, qu'il souhaite bien entendu corrompre. Pour ce faire, il invoque 4 généraux, qui ne sont autres que les 4 cavaliers de l'Apocalypse, qu'il lâche ensuite sur chacun des 4 continents de Tyrion. Les enjeux ont augmenté, mais ça tombe bien, le nombre de héros aussi. Le joueur fera donc son choix entre le paladin, qui est la classe offensive, le croisé, équivalent du clerc du jeu précédent, le nécromancien, un sombre jeteur de sorts, et l'assassin, dont la spécialité est la furtivité. On retrouve le principe des hubs connectant entre eux différents niveaux, toujours plus complexes et retors. Les lieux visités sont plus variés qu'auparavant. Un continent correspond à l'Europe médiévale, un autre à la Grèce antique, un autre à l'Égypte ancienne, tandis que le dernier s'inspire des civilisations précolombiennes. La dimension RPG est plus développée dans Exen 2. En effet, les personnages gagnent de l'expérience qui leur permettra d'améliorer leurs pouvoirs. Il faudra bien ça pour défaire les 4 généraux et leur maître démoniaque et ainsi mettre un terme à la menace des chevaucheurs de serpents une fois pour toutes. Comme pour Exen, un add-on est sorti sous le nom Portal of Praevus, qui se déroule dans un nouveau continent d'inspiration chinoise et tibétaine. Pour le dernier jeu de la série, Raven Software revient sur Partoris afin de continuer l'histoire de Corvus après que ce dernier ait vaincu Desparil. Dans son dernier souffle, son ennemi est parvenu à envoyer Corvus dans d'étranges plans d'existence, où le héros Sid erra pendant des années. No. This isn't right. Finalement, Corvus parvient à retourner sur Partoris, mais découvre son monde ravagé par une mystérieuse peste qui transforme ses victimes en fous enragés. Il s'avère qu'après la défaite du chevaucheur, le séraphin Morcalavin a essayé de restaurer le monde à l'aide des 7 tomes de puissance. Mais il se trouve qu'un des tomes était en la possession de Corvus. Aussi, le rituel échoua. Morcalavin devint fou et sa folie se répandit sur le monde sous forme de maladie. Lui-même infecté, mais protégé par son tome de puissance, Corvus se met en route pour retrouver Morcalavin et compléter le rituel. Hérétique 2 marque une rupture nette au niveau du gameplay. Si le jeu utilise toujours un moteur de FPS, en l'occurrence celui de Quake 2, il adopte désormais un gameplay à la 3e personne. Avec Hérétique 2, la série a donc terminé sa révolution. Le côté action RPG prend définitivement le pas sur le jeu de tir. A noter que le caractère design du jeu était réalisé par le célèbre artiste de Dark Fantasy, Gerald Brom. La série Hérétique a été conclue avec Hérétique 2 et n'a pas connu d'autres suites. Certains jeux toutefois ont su renouer avec le mélange FPS-RPG à l'image de Might and Magic Dark Messiah.
En l'absence de suite, certains fans ont pris les choses en main en développant Exen Edge of Chaos, un mode pour Doom 3 qui recréait de manière saisissante l'ambiance et le gameplay de la série de Raven Software. Hérétique, ça c'est le type de jeu qui manque aujourd'hui. Tu vois, les FPS, genre Battlefield 3, Call of Duty, c'est quoi le souci? Ça se prend au sérieux. D'accord. Genre, ou alors c'est vraiment con comme la lune, type blockbuster. Ou alors c'est des contextes guerriers, genre systématiquement, genre avec des soldats, des armes militaire, super bien faites, genre avec les vrais sons, etc. Rien à foutre. À l'époque, t'avais le Tome of Power et qui te permettait en fait d'activer genre une seconde fonction sur tes armes et de transformer complètement. T'avais un paquet d'armes et d'avoir une seconde utilisation qui n'avait rien à voir avec la première. Donc t'avais vraiment 2 armes en une et des trucs à la con comme la possibilité de transformer en poulette en adversaire. Oui, tout à fait. J'adorais, tu vois, genre, on a eu un Duke Nukem Forever qui aurait pu renouer avec ce délire mais qui était genre grossier, genre et abusé et ça manque. Ce type de jeu, et j'aimerais bien qu'on ait des FPS genre un peu à la cool, genre avec un bon gameplay, avec une notion exploration développée, parce que vraiment on s'éclatait genre dans les niveaux, c'était un truc de ouf. Alors j'ai entendu dire que t'étais un rockstar à l'époque. Mais alors, Hérétique, j'ai fait des parties jusqu'à 100 kills, mais monumentales, avec des demi-dieux du FPS, des mecs qui avaient genre 10 doigts à chaque main, c'est un truc impressionnant, et j'ai pas toujours gagné. En l'occurrence, la fois où j'ai fait cette partie à 100 kills, je l'ai perdu, mais ça reste quand même un grand souvenir, quoi. Il était super bon. Moi, j'ai pas les mêmes souvenirs que toi. Moi, c'est à peu près à cette époque que j'ai commencé à développer un feeling pour les FPS, pour certains FPS, des FPS en particulier, style Wolfenstein, un des premiers auxquels j'avais joué. Je suis sûr que je suis pas le seul. Cette gerbe qui commence à te monter au bout d'un certain moment, au bout d'un certain nombre d'heures de jeu, à cause de la... Je sais pas, c'est un truc, une connerie dans mon cerveau, mais au bout d'un moment, sur ce type de jeu, et notamment Hérétique, je m'en souviens très bien, au bout de quelques heures de jeu, j'avais la gerbe. J'étais plus capable de jouer, j'avais la gerbe, j'étais fragile, je sais pas. Mais c'était à cause de la 3D ou de ton niveau de jeu? Juste pour savoir. Je t'avoue que je sais plus, j'étais jeune, hein, tu sais. Est-ce que tu te débrouilles mieux, genre Assassin? Ah non, mais Assassin, Assassin, les gens m'appellent papa. Donc voilà. C'est pour. Genre dans quelle sphère? Genre dans ton salon ou Online, il y a marqué GG papa, ouais. Okay. Voilà. Donc a priori, on va avoir une pure critique. Ouais, non mais je sais même pas comment tu peux en douter. Ouais, ça va être une pure critique. Tout de suite. On vous mentirait si l'on se disait complètement enthousiasmé par les multiples présentations qui se sont enchaînées depuis quelques mois concernant le tout dernier Assassin's Creed. En effet, les différentes features présentées ne changeaient pas radicalement l'expérience de jeu et se rapprochaient vraiment trop des épisodes précédents pour que l'on considère Revelations comme un nouvel épisode à part entière. Pourtant, les quelques bonnes idées ajoutées, le travail de recherche colossal effectué, ainsi que les petits réglages concernant le multi, rendent cet Assassin's Creed complètement agréable aux joueurs suivant la série depuis le début. You remember the Animus, the machine we use to unravel genetic memories and relive the lives of our ancestors? Si vous êtes en ce moment même dans Brotherhood et que vous ne voulez pas vous faire violemment spoiler la gueule, on vous invite à zapper l'espace de quelques secondes, à condition bien sûr que vous promettiez de revenir. Non, en fait vous faites ce que vous voulez, on n'en a rien à foutre. L'histoire de Revelations débute là où celle de Brotherhood s'arrête, c'est-à-dire peu de temps après que vous ayez salement planté Lucy, la petite blonde avec qui tout avait pourtant si bien commencé. Desmond Miles se retrouve par la suite plongé dans un coma profond et ne doit sa survie qu'à un programme de sauvegarde primaire de l'Animus. Traumatisé par cet événement et par les dernières rencontres qu'il a pu faire à la fin de Brotherhood, il devra se glisser une nouvelle fois dans la peau d'Ezio afin de recoller les morceaux de sa mémoire génétique complètement fucked up. L'occasion pour nous de revoir le bel Italien qui, après ses aventures à Rome, part en mission pour retrouver ce qu'Altaïr a laissé à Masyaf, le QG des assassins de l'époque. Cette quête l'obligera à tracer à Constantinople, là où les clés qui ouvrent cette porte massive semblent se trouver. Là-bas, il sera bien évidemment accueilli par la guilde des assassins locales. A pleasant surprise, Ezio. Un luxe qui n'en est pas un compte tenu de l'influence très prononcée des Templiers sur place. Quoi qu'il en soit, cette intro nous donne surtout l'occasion de voir enfin le dénouement de cette séquence où on le voit se faire mettre physiquement la corde au cou à Masyaf. Eh bien c'est très simple, coup de coude dans la bouche, technique de strangulation avec la corde,
jump. Et hop. Qu'est-ce qu'il y a? I quit! I'm going back to selling fish! Revelations reprend la quasi-totalité des mécanismes que l'on trouvait dans Brotherhood, tout en ajoutant 2-3 nouvelles features, histoire de justifier un nouvel épisode. On passe donc son temps à assassiner, à prendre en filature, à gérer sa guilde et à faire le bretteur. On retrouve aussi ce principe de rénovation de commerce qui vous aidera à joindre les deux bouts à la fin du mois, afin de manger un repas chaud, de rester digne et de vous équiper convenablement. Attention toutefois, à chaque commerce rénové, votre influence sur la ville grimpe, tout comme l'attention que vous portent les Templiers et les patrouilleurs, visibles en haut à gauche de l'écran. Et plus on vous porte d'attention, moins de temps mettent ces mêmes gardes pour vous remarquer et vous sauter dessus. Pour faire baisser cette jauge, vous pouvez toujours soudoyer les crieurs publics ou bien tout simplement assassiner les héros. Tout comme l'épisode précédent, vous pourrez d'ailleurs faire appel à vos assassins pour effectuer cette tâche moyennement digne d'un maître tel que vous. La gestion de vos assassins justement est toujours présente et se fait à partir des différents QG éparpillés dans la ville. Il s'agit ici de les envoyer en mission à travers l'Europe et la zone méditerranéenne afin de mettre des bâtons dans les roues des Templiers et d'asseoir votre domination dans les villes principales. À chaque mission réussie, votre portefeuille gonfle et vos collègues prennent des points d'expérience qui occasionnent des level up, vous permettant ainsi de les upgrader en attaque ou en défense. Par moment, il arrivera que l'un de vos QG se fasse attaquer. Il faudra alors le défendre dans le cadre d'un style de Tower Defender plutôt sympathique qui vous amène à placer différentes unités sur les toits, chacune possédant des caractéristiques propres, ainsi que des barricades pour retarder la progression ennemie. Votre monnaie pour effectuer ces actions est symbolisée par le moral de vos troupes. Chaque élément placé a un coût en morale et chaque ennemi tué augmente ce capital. Ces phases sont clairement divertissantes, même si leur profondeur reste à des kilomètres d'un vrai Tower Defender. Toujours au rang des nouveautés, on trouve le crochet, un gadget utile aussi bien pour les combats que pour les déplacements. Concrètement, ce crochet rétractable augmente votre allonge pour grimper, s'utilise sur des cordes à la manière d'une tyrolienne, ou met tout simplement à l'amende un adversaire qui se trouve sur votre route lorsque vous cavalez. Un petit plus agréable, mais qui ne change pas radicalement l'expérience de jeu. Les bombes et leur gestion font également partie de ces nouveautés. En récoltant différents ingrédients, il vous est désormais possible de crafter des engins explosifs plutôt sympas, séparés en 3 catégories, destruction, tactique et diversion. On trouve dans la première de quoi faire mal. La deuxième comprend par exemple des délires à base de fumigène, pour pouvoir s'échapper ou tuer sans être vu. La dernière, comme son nom l'indique, fera diversion en balançant par exemple des pièces d'or ou en attirant des gardes. Enfin, toujours dans cet esprit de variété de gameplay, Revelations propose un style de puzzle game en vue subjective à partir de l'animus, lorsque vous reprenez le corps de Desmond. Pour débloquer les différents challenges et en apprendre un peu plus sur l'histoire, il vous faut tout de même récolter des fragments de mémoire disséminés un peu partout dans Constantinople. Ces phases de puzzle vous amènent à poser des éléments de différentes formes afin de progresser dans le niveau, mais on reste évidemment très loin d'un Mirror's Edge ou d'un portal quelconque. Pour compléter cette expérience déjà bien variée, Revelations nous offre une nouvelle fois un mode multi qui, s'il ne change pratiquement pas de ce à quoi Brotherhood nous a habitués, reste de toute manière terriblement efficace. On y retrouve plusieurs modes de jeu comme Track, un style de Capture the Flag ou encore du Deathmatch. On note tout de même quelques changements qui vont dans le sens du bien, comme les assassinats contestés par exemple. Cette feature qui, si elle ne change pas l'issue d'un affrontement entre un chasseur et sa cible, permet tout de même de réduire les points attribués à l'attaquant, pour peu que le défenseur ait le réflexe de tenter de l'humilier avant de mourir. Des changements mineurs encore une fois, mais qui conservent ce pur feeling de satisfaction que l'on peut ressentir lorsque l'on est prédateur et qu'on arrive à cueillir dans l'énorme en vigueur sa proie. On a l'impression qu'Ubisoft s'est fait littéralement traumatiser par toutes les premières critiques concernant son premier Assassin's Creed. Avec ce Revelations, on ne peut définitivement plus dire que l'expérience est répétitive. Le jeu propose en effet une variété juste hallucinante dans son gameplay, une mise en scène toujours aussi bien travaillée, une réalisation de professionnels et un mode multi définitivement prenant. Concernant ce dernier, on regrette toutefois qu'il faille entre 2000 et 3000 ans pour se connecter à une partie, la gestion des serveurs étant visiblement toujours aussi chaotique. Reste que les fans de la série trouveront largement de quoi se faire plaisir dans ce Revelations, même si effectivement, cet épisode est aussi bien techniquement que dans les idées, très proche, voire trop, de Brotherhood. On attend maintenant un véritable Assassin's Creed 3 qui, on l'espère, saura nous convaincre que la série phare d'Ubi a encore des choses à dire.
Voilà, c'était ma critique de l'Assassin. Bah, finalement, tu l'as kiffé, quoi. Je me rappelle, à l'E3, t'étais pas super enthousiaste non plus, hein, lors de la présentation de Amphibie. Ouais, non, effectivement, j'étais moyennement chaud, mais probablement parce que j'ai été distrait par d'autres trucs. Par les jeux 3+, sur le stand Nintendo, c'est ça? Voilà, c'est ça. Okay. C'est ça qui me... Donc, mais au final, non. Effectivement, je partais un petit peu froid sur Revelations. Et non, carrément, je me suis laissé prendre au jeu. Et j'ai surkiffé. Et ils ont fait les choses bien, ils ont vraiment fait les choses bien. Pour le coup, j'ai l'impression qu'ils se sont fait vraiment traumatiser par les remarques sur le premier Assassin, le tout premier avec Altaïr. On leur disait, ouais les mecs c'est trop répétitif, t'es là tu tues, on te donne une mise, attaque tu tues, attaque tu tues. Ils ont été traumatisés par ça, du coup, dans les épisodes d'après, et surtout dans celui-là, ils te proposent une variété dans le gameplay juste hallucinante, quoi. T'as plein de styles de jeu, t'as plein de trucs à faire, t'as 1 milliard d'activités, donc là tu peux vraiment plus les taxer de répétitivité, c'est juste... Enfin, ils te proposent vraiment quelque chose de massif et de varié, et tout ça servi dans un contexte évidemment super travaillé, travail historique, travail de mise en scène aussi, parce qu'ils font ça bien, on a pu le voir avec les trailers à plusieurs reprises, mais ils font ça aussi bien dans le jeu. Donc non, les mecs ont bossé, clairement les mecs ont bossé, et ça fait plaisir. C'est un peu ta spécialité, quoi, le massif et varié. T'as fait la critique de Batman Arkham City, là tu viens de faire celle d'Assassin, il y a celle de Skyrim qui arrive dans le prochain EXP, et dans 15 jours, dans le prochain Classic du Plus, t'as Saints Row the Third. Donc, que de l'open world, a priori super varié, mais dans des ambiances radicalement différentes. Ouais, mais c'est cool, t'as une bonne fin d'année, quoi. Ouais, juste c'est le dernier blockbuster sur lequel je me mets, Thierry, parce que j'ai plus de force là. De toute manière, l'une des dernières grosses sorties de 2011, c'est Mario Kart, et t'es pas le niveau pour la critique. Donc voilà. Voilà, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain Classique du Plus. D'accord. Ciao tout le monde. Ciao.